Donc la table ronde n'est pas sur un format traditionnel où on interroge chaque participant sur une question à laquelle il a le droit de répondre pendant 1 minute 30, mais plutôt la salle qui débat ou bien avec elle-même ou avec nous. Donc on est plus dans un modèle d'échange horizontal et donc du coup je vous cède la parole. Il y a un micro à ma gauche et un micro à ma droite. Donc n'hésitez pas ou bien à prolonger le débat ou à demander des précisions ou à aller plus loin. J'ai vu des questions sur les licences Creative Commons et leur protection dans le chat. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot pendant que les ardeurs interrogationnesques se réveillent sur l'éventuelle protection de l'auteur qui décide de placer en CC? Alors, la licence Creative Commons, donc c'est l'auteur qui décide pour une ressource qu'il met en ligne d'afficher cette licence. Ça signifie qu'il accepte les réutilisations. Il y a quelque chose qui est toujours préservé, c'est la paternité. C'est symbolisé par le pictogramme d'un petit bonhomme, il me semble. Donc, a priori, une licence Creative Commons, l'auteur ne renonce pas à son droit moral. Il est toujours cité comme étant l'auteur de la ressource en question. En revanche, sur les exploitations, donc, vous avez le choix entre autoriser les réexploitations payantes ou limiter aux réutilisations gratuites. Vous pouvez demander la réutilisation absolument à l'identique ou autoriser la modification du document et exiger éventuellement que, s'il y a modification, ça soit repartagé, remis à disposition dans les mêmes conditions de licence. Voilà en gros les... La question était, est-ce qu'un auteur a un recours s'il y a quelqu'un qui déroge à la protection qui est la licence Creative Commons? Oui, en fait, absolument. Un recours juridique, tribunal. Oui, tout à fait. Si jamais, enfin, le cas le plus probable, c'est du pillage, c'est-à-dire quelqu'un qui récupère ou se réattribue sans citer l'auteur des ressources qu'il a trouvées sur Internet. Et ça, ça reste de la contrefaçon absolument de la même manière que si l'auteur n'avait pas pris la peine de mettre son travail sous licence Creative Commons. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que s'il a interdit les réutilisations, par exemple commerciales, en fait, un auteur, c'est rare qu'il prenne la peine de pister toutes les réutilisations de son travail. Voilà. Des fois, ça peut échapper. On peut tomber dessus par hasard ou on peut ne jamais le voir. Enfin, si on le repère, on a un recours, bien sûr. Ça a une valeur juridique contractuelle, la licence Creative Commons, puisque ça manifeste une forme de contrat entre l'auteur qui met une ressource et l'internaute qui va utiliser cette ressource. A priori, on lui demande de l'utiliser de manière conforme à ce qui est demandé par l'auteur. Merci. Il y a une autre remarque justement sur les données de la recherche. Donc, en ce qui concerne les données de la recherche, il y a de grandes différences entre les données brutes et les données stockées sous forme de base de données, donc auteur contre producteur, avec des statuts et protections juridiques très différentes. Donc, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin Moi, c'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais j'ai eu à travailler dessus parce qu'on a fait un projet de recherche à Toulouse sur les archives des chercheurs, en fait, pour essayer de voir un petit peu, justement, dans la masse de documents produits, ce qu'il y avait. Ce qui ressort, c'est que déjà, ce qu'on appelle données d'une discipline à l'autre, c'est incroyablement varié. Dans certains cas, les données brutes, elles sont absolument pas exploitables par des gens qui ne sont pas ultra spécialisés. Les images satellites, par exemple, ça n'est exploitable pour une bonne partie de la communauté scientifique qu'une fois que c'est retraité. Ce qu'on voit réellement qui arrive, voilà. Donc il y a déjà une variété de données, de pratiques scientifiques considérable. Il y a ensuite, en plus, dans certaines disciplines,
des conservations organisées au niveau international ou national ou régional. Par exemple, en météo, les relevés météo vont être, enfin voilà, une partie des relevés, des mesures, des observations va être stockée dans certains cas dans des bases nationales, d'autres versées dans des bases internationales, d'autres resteront au niveau de l'observatoire local. Enfin voilà, suivant les disciplines, on peut vraiment avoir des tas de modes de partage ou de curation des données, des statuts de données très différents. C'est pour ça que je disais que ça me paraissait extrêmement compliqué de parler des données de la recherche voilà, de manière aussi monolithique, parce qu'à mon avis, enfin voilà, il y a des choses extrêmement différentes derrière. Et en plus, effectivement, les données qu'un chercheur utilise pour bâtir ses hypothèses, présenter ses conclusions, ce sont des données qu'il n'a pas forcément produites lui-même. Et qui, dans certains cas, ont été produites par plusieurs. Enfin, c'est même pas toujours facile d'identifier un auteur. Voilà, mais je n'en sais pas plus. J'ai juste pu mesurer que c'était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. C'est celui-là qui marche. Juste très simplement, le droit d'auteur, ça protège l'expression de la pensée. Ça protège pas les faits. Donc, par différence, vous voyez qu'une donnée, c'est pas protégeable. C'est comme une idée. Hein, ce que protège le droit d'auteur, c'est l'expression. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plusieurs tragédies qui portent sur le même thème. Bon. Donc les données en elles-mêmes sont pas protégées. Par contre, ce qui est protégé, c'est l'organisation d'une base de données. Il y a un droit spécial, distinct du droit d'auteur, qui est le droit du producteur d'une base de données, ce qui suppose qu'il y a un investissement. Ce producteur peut être une institution. Après, la base de données ainsi protégée peut être extrêmement bien structurée ou pas du tout. Ça, c'est une autre question qualitative. Et puis, juste pour préciser, il y a parfois aussi des données pour lesquelles, réellement, pour le coup, il y a des droits d'auteur. Par exemple, en linguistique, quand on fait des enquêtes et des enregistrements oraux, les gens sont auteurs de leur discours et de ce qu'ils ont dit. Donc, on est forcé, quand on veut faire des comptes rendus, d'anonymiser et de retraiter derrière les données, parce qu'on ne les a pas forcément produites soi-même. J'ai une question sur Epiccience. Alors, il y aura donc plusieurs comités pour une discipline. Qu'entendez-vous par discipline? Donc, une personne qui n'a pas trop compris. Alors, là, actuellement, donc on démarre avec des mathématiciens. Pour le moment, il y a un épicomité en mathématiques. Mais bien évidemment, les mathématiques, c'est très large. Ça se décline en sous-disciplines. Le projet démarre, hein, donc on verra ensuite, les mathématiciens verront si il y a lieu, et je pense qu'il y aura lieu de créer en fait des sous-comités, ou alors bon, c'est un mauvais exemple parce que moi je viens des sciences humaines et sciences sociales, donc j'y connais rien en mathématiques, mais mettons par exemple qu'il sera peut-être nécessaire de créer un épicomité spécialisé en mathématiques appliquées par exemple, donc c'est un des rares trucs que j'ai pu distinguer dans les mathématiques. Par exemple, donc pour le moment, on fonctionne comme ça, on démarre avec des grands domaines scientifiques et ensuite on verra les déclinaisons qui seront à mettre en place. Je vais poser la question autrement. En France, il y a 3 revues sur Flaubert. Est-ce qu'il faut que les 3 spécialistes flaubertiens s'entendent pour avoir le droit de faire une épijournal sur Flaubert, ou bien tu accepterais d'avoir 3 comités différents, antagonistes sur une spécialité particulière dans lesquelles il n'y a pas consensus? Ouais. Alors moi là-dessus, je ne vais pas encore me prononcer. Le jour où on en sera là, c'est ça la question. Oui, non, mais tout à fait. Mais le jour où on en sera là, ça veut dire qu'en effet, les épicciences aura bien fonctionné. Et donc, ça sera le moment de se poser ces questions-là, qui sont plus d'ailleurs des questions scientifiques que de revues. Donc, c'est pas moi qui vais arbitrer ça là, comme ça maintenant. Mais c'est vrai que c'est une question importante, Faculty of Thousand, des choses comme ça interroge toujours quand un organisme global est censé représenter la globalité d'une discipline, c'est très angoissant. Alors, sur Internet, on nous demande encore un point sur les identifiants hors site de Crossref. Ouais. Donc, c'est pour moi. Alors c'est Orchid, hein, j'étais à la rencontre, je suis Open Edition, un membre de Crossref.
membre votant. D'ailleurs, j'ai voté sans m'en rendre compte. Une excellente démocratie, parce que j'ai voulu aller voter. On m'a dit non, vous avez déjà voté. Ah, je ne sais donc pas pour qui j'ai voté, mais j'ai voté. Donc, c'est les not for profit à l'américaine, ça marche assez bien. Hein. Il y a des élections, mais bon, bref, je n'ai pas encore bien compris. L'année prochaine, je m'y prendrai mieux pour essayer de comprendre pour qui j'ai voté. Je vais quand même. Bon, tout ça pour dire que Crossref délivre, est une agence qui délivre du DOI, c'est-à-dire des identifiants uniques de documents numériques, et a inventé ORCID. Ils disent ORCID, donc moi je dis ORCID, qui est un identifiant unique de chercheur, d'auteur, et non pas un identifiant unique de documents. Donc c'est une société not for profit, mais qui, de mon point de vue, est plus proche du profit que du not, et qui par ailleurs est installée à Oxford et à Washington ou à New York, et qui donc, si elle est capable de centraliser à la fois l'essentiel des identifiants uniques de documents et l'essentiel des identifiants uniques de personnes, dans la mesure où le langage nommé, c'est avoir un pouvoir, le langage est performatif, donc pouvoir désigner une entité ou une personne, c'est très performatif. À mon avis, c'est donner trop de pouvoir à un organisme qu'on ne contrôle pas. De mon point de vue, il y a une question de souveraineté nationale à jouer à l'échelle nationale et européenne sur cette question. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre ORCID, ça veut dire qu'il faut contribuer à ORCID avec des identifiants nationaux européens qui sont à notre main, et ensuite alimenter cet identifiant ou d'autres avec des passerelles. Donc ma position par rapport à elle, ce serait de dire on est plutôt réticent à alimenter ORCID. Par contre, on encourage plutôt à utiliser les deux systèmes en France qui sont en train d'émerger, IDRF fait par le SUDOC et son parent, sauf erreur, l'ISNI, qui lui-même contribue à ORCID. Mais en faisant ça, on va contrôler nos données, c'est-à-dire que ce sera des organismes nationaux, publics, qui vont alimenter des bases mondiales sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. Je vous donne des exemples très simples. Aujourd'hui, avec Crossref ne connaît pas la façon de nommer les gens des Brésiliens, parce qu'ils ont une façon de nommer très différente. La séparation nom-prénom n'est pas du tout structurée comme la nôtre. Donc, dans Crossref, c'est assez compliqué de retrouver ses propres articles quand on a un nom à la mode brésilienne ou espagnole. Donc, il y a bien un déterminisme culturel dans les technologies. Et donc, il faut que que Unicode est apparu, pour les jeux de caractères, en 2000. L'ASCII, qui domine encore le web, apparu dans les années 70. Donc on a mis 30 ans à prendre en compte un début de diversité culturelle. Donc on a construit tous les fondamentaux du numérique, de l'informatique, autour de 255 caractères. Donc tous les paradigmes, toutes les façons de penser, toutes les sensibilités, des langues s'écrivant de la droite vers la gauche, des langues non alphabétiques, etc., ont été relégués pendant 30 ans. Et donc maintenant, on essaie de réintroduire laborieusement dans les systèmes d'exploitation, dans les bases de données, etc., cette diversité. On a beaucoup de mal. Vous voyez bien que vos URL, elles sont depuis plusieurs années ouvertes aux caractères accentués, en fait, et même au-delà, aux caractères chinois, aux caractères A. Aujourd'hui, vous n'en avez toujours pas vu un seul, parce que le système n'a pas été nativement construit comme ça. Donc pour l'identifiant unique, c'est un peu la même chose. Il va falloir qu'on ait un minimum de contrôle. Pour ça, c'est ma position personnelle. Pour ça, il faudrait qu'on modernise très rapidement les dispositifs dont nous disposons, puisqu'ils ne sont pas ouverts en écriture pour les chercheurs. IDRF est construit par des documentalistes, pour des documentalistes et pour des systèmes d'information. Donc, ce que j'ai défendu aux Journées de la Baisse, c'est que ce système soit ouvert aux chercheurs, qui puissent alimenter lui-même et préciser, dédoublonner, etc., les données. Sinon, les gens vont adhérer à ORCID, qui est un jeu assez amusant, valorisant pour soi, puisqu'il est on est au centre de l'écosystème, on voit plus d'articles que dans IDRF, enfin bon, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont plus péchues et plus funky que dans IDRF, qui est franchement austère. Et donc il y a une course de vitesse à gagner là maintenant sur ces identifiants uniques de personnes, qui vont quand même ensuite constituer l'alpha et l'oméga de l'évaluation de la recherche, de la diffusion de la recherche, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a souffert, nous, Français et SHS, tellement du Web of Science et du facteur d'impact? C'est qu'on est exclu du Web of Science parce qu'on n'était pas au bord des gens qui décidaient quelles revues ont le droit de citer dans le dispositif. Et après, on met 30 ou 40 ans pour se battre, pour soit créer des métriques alternatives, soit essayer d'entrer goutte après goutte dans les dispositifs construits par les dominants. Sur l'identifiant unique de chercheur, je crois que ce serait un peu bête de jeter dans la gueule du loup très rapidement. Donc, dans le cadre de la BSN, on essaie de réfléchir à cette question. On essaie de se coordonner, c'est pas simple, mais on a une relative
unité de vue, me semble-t-il, sur cette question. Maintenant, il faut passer à l'action. Je suis Michel Rocher, je travaille à l'INRA. Je vois qu'il y a quand même une véritable mutation et une volonté de changer ce modèle économique. Et j'aurais voulu savoir si cela n'inquiétait pas M. Cavana. Ne vous inquiétez pas, en tant qu'éditeur. Non, pourquoi Vous savez, le monde de l'économie, ça change tout le temps, sans arrêt. Et moi, ce que j'ai vu dans quelques aspects de ma carrière, c'était des catastrophes parce que les entreprises changeaient pas. Non, c'est pas inquiétant. Il faut pas faire de bêtises. Il faut pas partir dans des concepts qui n'auraient pas de réalité solide derrière eux, mais non. En principe, si vous voulez, pour résumer de façon non bafouillante, le changement et la multiplication des concurrents est une excellente chose. Ça, franchement, je suis sérieux, quoi. C'est pas de la langue de bois. Une entreprise, ça ne survit que quand c'est challengé tout le temps. Bon, donc ça, c'est clair et net. Et celle que j'ai vue mourir, c'est celle qui n'était pas challengée. Ça, c'est clair et net. Deuxièmement, il faut pas se tromper. Il faut pas confondre des idées et des réalités concrètes d'application. Si vous prenez le projet de mon voisin qui est tout à fait brillant, le projet et le voisin, bon, on va voir si ça marche, quoi. L'idée est bonne, mais il y a certainement plein de chemins à faire et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera très différemment de ce qui est prévu aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que les choses soient durables, qu'elles fonctionnent bien, et que, en fin de compte, quand même, les chercheurs soient satisfaits et qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Quand en 95, j'ai parlé un peu de nous, on s'est lancé dans l'édition numérique, on n'était pas très nombreux, hein. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour nous donner des conseils. On a pris des risques absolument considérables. On avait pensé des sommes folles. Ça aurait pu être un clash absolu. Ça l'a pas été, Dieu merci. Mais bon, c'est ça l'économie, hein. C'est le côté sympa, faut pas se tromper. Pascal, en attendant que le micro monte, il y a Pascal Aventurier. Cavana, Pascal Aventurier. J'aimerais savoir ce que vous pensez des initiatives américaines et européennes Horizon 2020 pour mettre les documents le plus rapidement possible en ligne. Si vous voulez, Horizon 2020, c'est l'argent de l'Union européenne. Bon, et donc là, on est dans le cadre d'une décision. En parallèle, il y a la recommandation des ministres du Conseil de l'Europe qui dit nous recommandons aux États de mettre en place une politique d'open access. Je prends le premier. Dans le cadre d'Horizon 2020 et des, je sais pas, 80 milliards qui distribuent, c'est à eux de trouver des solutions. Il y a un point qui est clairement pas encore résolu tout à fait, c'est est-ce qu'on peut utiliser les financements de la recherche dans le cadre d'Horizon 2020 pour faire du Gold Open Access? Dans le système antérieur, quand l'auteur avait fait son article, il était trop tard pour utiliser l'argent pour publier en Gold. Là, il y a vraiment un certain nombre de logiques rationnelles à mettre en place, et ce qui n'est pas le cas, on travaille dessus. Il faut que l'argent soit encore disponible au moment de la publication de l'article. Enfin, suffisamment d'argent soit encore disponible, qu'on ne dise pas, ça y est, la recherche est terminée. Il y a ça. Il y a la question des embargos de 6 et 12 mois qui n'ont absolument, alors vraiment pas de sens. Enfin, j'espère vous avoir montré, ou en tout cas mis le doute dans votre esprit. Les revues sont toutes différentes. Les revues, c'est aussi l'expression d'un projet collectif. On peut pas dire à des revues, c'est comme ça, vous serez gratuite après un certain temps. Là, pour le coup, je suis inquiet. Mais je crois, on a vu le compte-rendu du G8 où il y avait beaucoup de ministres de la recherche. Je pense que tout le monde a compris que c'était la chose à faire, mais pas la faire de manière erronée. Il faut le faire en travaillant avec tous les secteurs de l'édition. Voilà ce que j'en pense. On ne se bat pas contre l'open access, on veut que ça marche, parce que si ça marche, tout marchera. Il y a plein de points techniques
à résoudre. Il faut passer de l'idéologie à l'application concrète, et ça, c'est difficile. Vous avez le budget pour investir, donc tout va bien. Il vous reste 1,5 milliard par an de bénéfices, donc vous ne les avez pas tous donnés au fonds de pension quand même. Non. Là, cher ami, c'est une lecture tendancieuse qui m'étonne, connaissant votre honnêteté intellectuelle. Les revues d'Henri Delzévir sont une petite partie de l'activité, parce que Henri Delzévir s'occupe de bien d'autres choses que ça. Donc ce que vous donnez comme élément de profit, qui est d'ailleurs pas le vrai, et le profit d'une institution qui est 7 ou 8 fois plus grande, ou 10 fois plus grande. Donc ne croyez pas ça. Après, pour le cas où vous me poseriez la question, nous payons des impôts. Je ne posais pas cette question. Non, mais vous alliez le faire, alors bon. Nous payons des impôts, et oui, on réinvestit, c'est vrai. Les zinzins que je vous ai montrés là, la numérisation de tous les contenus depuis 1823, c'est 60 millions d'euros. Bon, on aurait pu les faire payer par l'État, ça arrive, que d'autres les fassent payer par l'État. Et tous les systèmes dont je vous ai montré une petite partie, je pense que ça tourne aux alentours de 400 millions d'euros d'investissement, oui. Bien sûr, vous savez bien que ça coûte cher. Bon, donc voilà, il est tout à fait exact que Henri Delzévir est une société qui fait des profits, mais c'est une société qui fait des salons, c'est une société qui fait de l'édition juridique, qui fait de l'édition pour les entreprises. Il y a une partie significative qui est la partie Elsevier Sciences, mais même dans Elsevier, vous avez Elsevier Santé qui est... Donc la recherche, c'est que 10% du chiffre d'affaires. Oh, je peux pas vous dire là, mais donc on est... ouais, c'est dans ces eaux-là, 10, 12, 13, un truc comme ça. Mais même dans ça, vous n'avez pas que des publications de revues, vous avez des publications de bases de données comme... j'oublie les noms, des bases de données de chimie, des trucs comme ça, qui sont autre chose. Oui, c'est une société qui gagne bien sa vie. Ayant été secrétaire général de maisons qui gagnaient très mal leur vie, je peux vous dire que mon choix est tout de suite fait, parce que j'ai vu les horreurs que ça donnait. Maintenant, l'autre partie de la réponse, c'est ce que vous voyez sur les sites, c'est Henri Delzévir, et c'est 7,4 milliards, alors que Elsevier Sciences, ça doit être 1,2 milliard, et ça ne comporte pas que les revues. Bon, maintenant, je m'excuse pas, j'explique. Ça m'intéresse de connaître vos chiffres. Non, mais je les ai pas tous en détail, parce que comme c'est... je les veux bien. Oui, mais je les ai pas moi. Ah, c'est des trucs en bourse, et c'est un peu complexe même pour moi, voilà. D'accord. Du coup, moi, j'ai donné les chiffres que je connais. A priori, le chiffre d'affaires... Je me suis moqué de vous, mais bon... je donne les chiffres que je connais, ceux qui sont imprimés par la presse. Là, est-ce que vous donniez un profit qui était supérieur au chiffre d'affaires, alors... Ah non, moi j'ai entendu un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, donc c'est impossible qu'il soit supérieur. Le chiffre d'affaires... On ne doit pas parler de la même société, sans doute. Le chiffre d'affaires total est de 7,4 milliards d'euros, mais pas Elsevier. Oui. D'accord. Donc je confonds les entreprises. Je connais que c'est compliqué. Oui, bonjour. Je voulais donner des éléments complémentaires sur la question des données et de l'ouverture des données. Donc je me présente, je suis Jérémy Valentin, je suis chercheur CNRS et je suis le chef de projet Open Data pour la ville de Montpellier. Et il a été dit que certaines données étaient peuvent être considérées comme trop complexes pour être mises à disposition et potentiellement pas exploitable. Je ne pense pas que ce soit le positionnement qu'il faut avoir quand on veut faire de l'open data. Toutes les données sont bonnes à être mises à disposition et il faut faire confiance à l'intelligence collective des gens qui vont la réutiliser. Et même si vous mettez à disposition une photo aérienne incompréhensible pour la grande majorité des gens, il faut savoir que des gens arriveront à l'exploiter et d'autres scientifiques pourront l'exploiter et pourront faire des croisements et pourront faire avancer la science dans son ensemble en ayant mis à disposition les données. Donc la complexité de la donnée ou la non-qualité d'une donnée ne peut pas être un critère qui empêche de faire de l'open data. Il peut y en avoir plein d'autres qui sont justifiés, mais cela, à notre sens, quand on est dans la démarche de mettre de la donnée en ouverture, ne peut pas être un critère discriminant. Il me semble que moi j'ai compris que c'était une complexité de stratification, notamment juridique et de protection de la vie privée, qui était en cause plutôt que la complexité de la lecture. Sur certaines données, donc, elle citait par exemple des enquêtes orales sur lesquelles, effectivement, la personne qui a été interviewée a un droit. Ensuite, oui, là, il n'y a aucun problème. Voilà, dès qu'on touche à la personne privée, moi-même, dans la collectivité, je ne mets pas à disposition les titulaires, par exemple, de prestations sociales. C'est pas
c'est pas ma mission, j'ai pas le droit de le faire. Mais je revenais plus sur l'exemple de l'image satellite, qui est certes considérée comme difficile à traiter, mais des gens à l'extérieur peuvent la traiter sans aucun problème. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un critère pour éliminer. Je veux simplement dire qu'il y a des strates différentes. Il y a l'image satellite telle qu'elle sort. Puis il y a des images qu'on aura retraitées d'une certaine manière pour un certain usage. Et à chaque fois, ce dont je suis alors là intimement convaincue, c'est que la donnée brute toute seule, à mon avis, elle ne sert à rien. Les données, il faut les contextualiser. Il faut donner tous les éléments d'exploitation qui seront nécessaires. Donc, je suis convaincue que c'est intéressant, mais c'est du boulot. Il suffit que la donnée soit bien décrite. Là, on rentre dans la métadonnée. Une donnée sans la métadonnée, je vous l'accorde, ça ne sert à rien. Mais on peut avoir une donnée satellitale brute, si elle est bien accompagnée de sa métadonnée, les angles de vue, la hauteur de l'avion, l'année de vue, là, ça peut être traité sans aucun problème, je vous l'accorde. Mais il ne faut pas dire, c'est quelque chose de complexe, on ne va pas le laisser aux gens parce que les gens ne sauront pas s'en servir. Ça, c'est pas un discours quand on fait de l'open data. Non, c'était pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que tout n'était pas... non, mais il m'a semblé que tout n'était pas, même sur un même type de données, utilisable de la même manière et que du coup, la contextualisation était nécessaire. La structuration des métadonnées qu'a souligné M. Cavana aussi, pour que ça soit réellement exploitable. Et que du coup, c'est beaucoup de travail. Voilà. Dans certains cas, c'est beaucoup de travail, mais dans la majorité des cas, c'est un travail qui a déjà été fait et déjà été financé. Donc la donnée peut être mise à disposition. Je vais donner un autre exemple. J'aimerais bien qu'on puisse travailler scientifiquement sur les logs d'usage de nos plateformes. Je suis obligé par le législateur me demande de détruire ces logs au bout d'un an, de les conserver pour les donner aux services secrets dans la première année, s'il me le demande, et juste après de les détruire parce que c'est trop nominatif et donc je ne peux pas les conserver. Or, c'est une matière extrêmement précieuse pour comprendre ce qui est en train de se produire sur le web. On archive plus ou moins un pourcentage réduit du web d'aujourd'hui et des années précédentes, mais il y a très peu de données sur les usages massifs, chiffrés, etc. Et là, typiquement, on est dans un blocage juridique où on ne nous autorise pas à conserver ces données. Donc il y a beaucoup de cas, il y a la loi déjà qui protège énormément de données historiques papier avec des barrières, des barrières mobiles de 100 ans, par exemple. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il faut commencer par dire on veut le faire, il faut que ce soit documenté, donc il faut prévoir le budget pour ça ou la méthode pour ça, et ensuite se lancer. Voilà, mais il ne faut pas se poser la question de qui va réutiliser ma donnée, c'est pas la question à se poser. Si je la mets à disposition, peut-être personne ne la réutilisera. Et peut-être moi-même, j'ai des surprises de gens, d'exemples qui réutilisent des données dont je n'avais pas l'intérêt. Le lecteur inattendu. Voilà, on est parfaitement d'accord sur ça. Si on sait à l'avance l'usage, ce n'est pas la peine de les diffuser parce qu'on peut faire nous-mêmes l'usage. Je suis bien d'accord. Oui, je ne suis pas totalement d'accord quand même, parce qu'il y a un... Non mais... Moi, je suis tout à fait pour les open data, mais il y a des tas de cas où ça peut, pas forcément pour nous d'ailleurs, ça peut créer de l'emploi, ça peut générer des start-up, des entreprises, etc. Je veux dire, il faut aussi veiller à ce que les données qui peuvent être vraiment utiles à un redémarrage économique, parce que c'est quand même la question d'aujourd'hui, soit le plus vite possible mise à disposition. Parce qu'il y en a tellement, on peut choisir de commencer par celle-là. Moi, quand j'en parle aux gens qui s'occupent de ça au niveau du Premier ministre, ils sont bien d'accord qu'il y en a tellement. Elles ont tout un grand intérêt. Mais il faut commencer par celles qui sont réutilisables. Après, les histoires de données personnelles, c'est un vrai problème. Nous, ça fait des années, là, c'est nous que nous publions de la jurisprudence. Et je peux vous dire, quand on publie de la jurisprudence pénale, on enlève tous les noms. Et c'est pas rien comme travail, parce qu'on considère qu'on peut pas mettre en cause quelqu'un qui aurait été condamné dans des conditions que on connaît pas, qu'on n'a pas à rejuger en quelque sorte et mettre son vrai faux crime sur la table. C'est à la fois fascinant et très compliqué. J'ai appris que vous avez vos entrées auprès du Premier ministre. Oui. J'ai du mal à rencontrer le cabinet de la ministre. Ah, voilà. Mais je note que nos influences ne sont pas égales, mais c'est pas grave, ça va changer. Je mets mes influences à votre disposition. J'espère que vous en ferez autant. Tout est ouvert chez moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes ou remarques? Oui. Oui, moi j'ai bien aimé la comparaison au silo et
Enfin, ce que tu as présenté, Marin, par rapport au fait que ça marche très bien quand on est dans la serre, mais dès qu'on veut aller au-delà de la serre, ça marche plus. Et du coup, Monsieur Cavana, quand vous nous présentez tout ce que vous offrez comme service auprès des publications, je pense que ça fonctionne très bien dans votre silo, mais quid d'une référence qui ne serait pas dans votre silo? Si il y a un renvoi vers une autre publication qui n'appartient pas à Elsevier, on n'aura pas ce service-là. Et donc du coup, je me pose la question, mais presque à tous, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ouvrir tous ces liens-là, ouvrir les services et pas les encapsuler trop avec des technologies propriétaires et justement travailler sur les identifiants et que ça soit standardisé et pérenne? Oui, bon, ce que je vous ai montré, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et qu'on le fait en vrai. On pensait qu'il fallait qu'on fasse l'exercice. On est tout à fait convaincu que bien d'autres le feront. Hein. On a commencé peut-être les premiers, mais on parlait tout à l'heure de concurrence. Ça serait bien surpris que bien des gens ne se précipitent pas pour exploiter cette idée-là, et ils auront bien raison. Après, c'est vrai, le problème de la science est très particulier, parce que ça se pose pas de la même manière dans d'autres éditions comme le droit, parce que le droit c'est national. C'est vrai que ça doit être ubiquiste. On a déjà fait des choses dans cette direction-là. Par exemple, comme nos articles sont répertoriés sur Google, quand on pose la question à Google et qu'on est abonné à Science Direct, on va trouver l'article directement dans Google. Et si c'est pas un article de chez nous, on trouvera les métadonnées quand même. Pareil quand on utilise Scopus. Donc on est sensibilisé à ce besoin d'avoir peut-être un jour un seul point d'entrée. C'est quelque chose qui nous motive. C'est pas très facile parce qu'on est en concurrence quand même, et en concurrence très vive. Mais en même temps, en parallèle de cette concurrence, on sait bien qu'il y a le besoin des scientifiques d'avoir un accès général. Écoutez, j'ai pas la réponse. C'est une question vraie. Mais Crossref, c'est un peu ça hein, déjà, d'une certaine manière. C'est un vieux truc, mais c'est déjà un peu ça. L'interopérabilité, c'est compliqué. Hein. Non, mais d'accord, c'est pas parfait, mais bon, on mérite d'avoir l'idée. On aurait pu garder tout dans nos silos. Je suis quand même un peu pervers de temps en temps, ou soupçonneux, mais on peut aussi imaginer qu'un comité éditorial demande à ce que les références soient des références du silo, plutôt que des références tout azimut. Simplement parce qu'avec les références du silo, on apportera du service, on apportera de la valeur ajoutée, et donc du coup, un petit peu plus de valeur à l'article que l'on va diffuser. Donc, sans être paranoïaque, c'est un potentiel danger. Alors que si c'est complètement standardisé et ouvert, le danger, il saute de lui-même. Ouais. À méditer. Ouais. En tout cas, les questions ne sont pas simples, ça c'est sûr. Et sur l'open data, ça va être encore plus compliqué que sur l'open access. Aux articles hein, tels que ça a été défini, mais on est là pour y travailler. De mon point de vue, mon analyse, c'est toujours la fondation de la République, c'était la séparation des pouvoirs, avec un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et chaque fois que la séparation du pouvoir s'est réduite, notre démocratie a moins bien fonctionné. Et il me semble important qu'on arrive à séparer les pouvoirs aussi dans notre écosystème. Donc j'apprécie l'idée qu'il reste des éditeurs, des auteurs, des bibliothèques et désormais des plateformes, plutôt que des monopoles qui soient d'État ou qui soient privés, qui bloqueraient tout. C'est la raison pour laquelle Open Edition, quand on a créé le Centre pour l'édition électronique ouverte, a refusé d'être l'organisme, la main armée du CNRS pour distribuer les subventions aux revues, parce que ça nous semblait pervers, dangereux politiquement, de détenir deux pouvoirs, le pouvoir de mise en ligne d'une part et le pouvoir de subvention d'autre part. De la même façon, Open Edition ne se positionne pas sur les données de la recherche parce qu'il nous semble d'abord difficile de mener tous ces combats à la fois, mais aussi dangereux qu'on concentre trop de pouvoir. Et d'une certaine façon, il faut arriver à monter un écosystème qui ne soit pas une chaîne du livre. Hein, la vieille métaphore de la chaîne du livre n'a pas beaucoup d'intérêt, mais plutôt un écosystème du texte et des données, dans lequel l'interopérabilité est au cœur. Ce qui est compliqué techniquement, parce que c'est en fait plus facile de faire communiquer deux serveurs à l'intérieur de notre
du même centre de calcul d'ailleurs, puisqu'on est au même endroit avec Christine physiquement. C'est plus facile de faire communiquer un serveur d'open edition avec un serveur d'open edition. On se parle entre nous, ça va beaucoup plus vite, hein, même si c'est un peu bitouillé, ça marche en 5 minutes. Quand on doit faire de l'interopérabilité avec des acteurs comme HAL, comme d'autres, il faut discuter, c'est long, on n'est pas d'accord, on n'est pas dans le même agenda, on n'a pas la même culture technologique. Donc ça a un coût d'entrée plus élevé, une latence plus forte, mais à terme, c'est beaucoup plus robuste, puisqu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Donc de ce point de vue-là, il y a quelques principes vraiment de base qu'on peut essayer de considérer comme essentiels. De la même façon que ce serait bien que ce soit ni HAL ni nous qui détenions les référentiels uniques des auteurs ou des documents. Voilà. De ce point de vue-là, il me semble important de poser quelques principes. Alors, j'ajoute un point. Le directeur d'EP Sciences a pris une position dans le cadre des rencontres du GF2I s'inquiétant de la politique française par rapport à l'open access qui mettrait en danger les éditeurs. Ma position sur ça, c'est que nous sommes en train de nous acheminer, et ça c'est le rapport du G8, c'est la déclaration du G8 va dans ce sens, vers des infrastructures publiques de recherche. Ces infrastructures publiques de recherche n'ont pas vocation à être les éditeurs, ni des données, ni des contenus. Elles ont pour vocation à être l'ossature, l'architecture dans laquelle on dépose les contenus qui appartiennent à des éditeurs, qu'ils soient privés ou publics, ça m'importe peu. Mais ces infrastructures-là faisant tenir l'ensemble de l'écosystème de la même façon que les routes et les autoroutes, enfin les autoroutes ne sont plus trop des infrastructures publiques, mais enfin dans l'idéal elles devraient redevenir publiques, sont des architectures qui font tenir notre société, que parcourent des acteurs privés, des acteurs publics de façon indifférente. De ce point de vue-là, l'existence de plateformes publiques qui sont des infrastructures le plus neutres possible, avec un niveau d'exigence technique et scientifique minimum, bien entendu, me semble essentiel. Parce que nous sommes les bons acteurs pour ça, pas pour faire l'édition. Je ne crois pas qu'on soit bon pour faire l'édition, nous, les plateformes. En revanche, on est indispensable et évidemment, il faut qu'on se fasse une place parce que ce type d'acteur n'existait pas, puisque en fait, les plateformes n'existaient pas tout simplement dans le régime papier. Donc c'est ça, les TGIR, les très grandes infrastructures pour la recherche. Au niveau européen, on a DARIA. Au niveau français, on a la BSN qui coordonne les acteurs et construit des infrastructures immatérielles et multicentrales, décentralisées, puisqu'en fait, il y a bien plusieurs points. Il n'y a pas un seul point, tous sont concentrés sur le campus de Villeurbanne ou à Saint-Charles, à Marseille ou ailleurs, ce qui serait très dangereux et risqué. Le système distribué qu'est Internet nous montre la voie sur l'organisation qui peut être la nôtre. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Cavana, parce qu'il y a un PowerPoint, dans le PowerPoint, il y a une diapo que je n'ai pas comprise. C'était la diapositive sur les différences de préférence entre Gold et Green Open Access Model, suivant les disciplines. C'était ce PowerPoint où on voyait notamment que plutôt en médecine, les gens étaient pro-Gold, alors qu'en physique, discipline cas extrême inverse, c'était le Green qui était publicité. Mais en fait, je n'ai pas compris qui avait été interrogé. Je n'ai pas une réponse suffisamment précise pour satisfaire votre demande, mais je crois que je peux trouver. Mais envoyez-moi un mot et je répondrai. Je ne peux pas... j'ai piqué ça dans des présentations, mais je n'ai pas la réponse exacte. Dans les bonnes présentations, il y a l'origine en dessous, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Mais je chercherai. Ça peut aussi bien être des sondages que des compilations de chiffres réels. Vous voulez dire que les sondages ne sont pas des chiffres réels? Non. Bien, j'apprends les choses. Ce sont des chiffres réels, mais... Bon. Non, il y a une vraie différence. Ah oui, il y a une différence, je suis d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, malgré la chaleur qui s'abat sur nous, que tout le monde a attendu et dont tout le monde se plaint désormais? Vas-y, Christine. Si je peux faire un commentaire pour rebondir sur ta comparaison avec les autoroutes. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur certains ponts, sur des voies rapides, maintenant vous voyez plein de caméras qui sont installées et en fait c'est pour gérer, identifier les transporteurs, les poids lourds qui devront payer en fait l'éco-taxe qui va être mise en place. Donc je fais le lien avec
la comparaison sur les autoroutes qui étaient d'abord financées sur des fonds publics, ensuite qui ont été données à des opérateurs privés, etc. dans la gestion. Donc vous voyez qu'on est bien dans un modèle là aussi un peu compliqué. Et finalement, on se rend compte que avec la prise en compte de nouveaux coûts, à savoir l'entretien des autoroutes, un camion abîme plus une voie qu'une voiture légère, par exemple, enfin une voiture. Donc, on fait évoluer le modèle économique et le modèle financier. Donc, voilà, c'est juste ça aussi qui est peut-être à repenser. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez dit que en 95, vous aviez commencé à faire du numérique. Ça correspond aussi au moment où on avait augmenté les abonnements. Donc, je ne dis pas que c'est comme ça que vous avez financé, mais c'est pas sorti de votre poche, de vos économies. Donc, cet investissement-là, c'est bien nous qui l'avons fait aussi. J'étais pas là à l'époque, mais je suis certain que vous avez raison, oui. Non, mais je veux dire, je peux pas vous le dire, je l'ai vu faire. Je faisais autre chose à cette époque-là, mais bien sûr que ça a été payé par quelqu'un, mais bon, c'était mieux de pas le faire. Non, mais on est bien d'accord. Simplement, les choses doivent être faites, mais simplement, il faut être très clair sur qui finance quoi. C'est ça mon intervention, c'est-à-dire qu'en effet, ce que je veux dire par là, c'est que les choses ont un coût, on est tous bien d'accord pour le dire, mais finalement, ce qui est fait par Elsevier ou d'autres éditeurs, ça vient bien d'un financement. Est-ce que je pense que c'est important d'avoir une visibilité sur la source de ce financement et le montage qui a été fait. Et je pense ça a l'air très compliqué à obtenir comme information. Hein. Oui, mais enfin bon, tu vois, finalement, on peut avoir des réponses. Notre ami semble nous expliquer que c'est une architecture boursière qui dépasse. Non, mais attendez, là, on n'est pas dans l'architecture boursière. Il y a eu un compte d'exploitation qui a été fait à un moment, je l'ai pas, ça c'est tout. Bon, c'est vrai que la gestion c'est compliqué, sinon il n'y aurait pas tant d'ennuis. Et quand j'en parlais tout à l'heure, c'était pas tellement. Enfin, moi, je voulais surtout souligner, et je ne m'en attribue rien de mérite. Ce sont des gens qui sont partis depuis longtemps, mais je veux dire, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée et qui a eu le courage de pousser une boîte à faire ça. Moi, à titre personnel, je trouve ça admirable. Il s'appelait Mary Pynenborg, je ne sais pas s'il est vivant. Il a répété pendant des années qu'il fallait faire ça. Il y a des gens qui ont des idées que les autres n'ont pas eues et qui arrivent à les faire passer. Moi, j'aime bien, voilà, bon. Après, bon. Soyons clairs, hein, encore une fois, je ne reproche pas d'avoir eu cette idée, qui est en effet une idée très intéressante. Et moi, pour le coup, je pense qu'en effet, il fallait investir. Simplement, ce que je rappelle, c'est que tout a un coût et que peut-être c'est intéressant qu'on se pose ces questions-là aussi de façon forte et que là, il y ait vraiment une transparence et un dialogue plus fort concernant comment on génère ces coûts et finalement où est-ce que les fonds publics veulent investir. Est-ce que c'est tout donné à de l'édition privée ou pas? Enfin, moi, là, c'est des questions que je pose là comme ça, mais il faut bien réaliser quand même que cet investissement qui a été extrêmement intelligent a été fait sur des fonds publics. Non. Une partie de Non, il a été fait sur des fonds privés et il s'est remboursé sur des ventes à des organismes en partie publics. C'est pas pareil. La différence entre l'investissement et le reste, c'est que l'investissement, vous le faites avant de savoir si ça va revenir. Je veux pas de vous. Je veux dire, quand vous jetez à l'eau, que vous appuyez sur le bouton, que vous dites, on y va. Moi, je connais un peu. Vous n'êtes pas fiers de vous, quoi. Alors après, bien sûr, les fonds publics ont heureusement utilisé, heureusement racheté. C'est l'initiative dont je parle. Oui, mais l'investissement, encore une fois, il y a l'augmentation, a été possible. Je sais pas bien. Ils ont fait ça après. Est-ce que quelqu'un a une autre question pour qu'on ne centralise pas le débat sur nos amis Elsevier, de façon à ce qu'on puisse parler surtout des questions d'avenir? Elle va faire une conclusion. Tu es prêt à faire cet exercice redoutable de synthèse? Pascal, du courage. Mais oui, quand même. À moins qu'il y ait encore une question. Donc on vous remercie, on invite Pascal à faire la synthèse qui a été... C'est bien ça, hein? Oui, et comme des intervenants doivent partir, on tenait à les remercier. Merci à vous. Merci à vous.
Pardon ?